cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre ce matin. Vous êtes prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEB, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Avec vous ce matin, on parle de l'universalité des minonans et également des différentes formes d'expression de la sorcellerie. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Merci d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. C'est un plaisir. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Alors, on parle de l'universalité des minonans et des formes d'expression de la sorcellerie. D'entrée, comment se manifeste ou quelle est la manifestation des minonans? Déjà, la manifestation des minonans, ça se traduit sur plusieurs points. Okay. Premièrement, nous faisons déjà allusion à la première dame de l'humanité. Généralement, quand on parle de la première femme de l'humanité, on pense à Ève. Mais par contre, nous pensons beaucoup plus à Lilith. Et après Lilith, au niveau de l'Égypte pharaonique, nous pensons également à Isis, qui est une déesse qui est à la base de la dynastie des pharaons. Mais en un mot, quand on parle de l'expression des minonans, on fait déjà allusion à la femme, donc à la femme forte. Je ne parle pas du féminisme contemporain, non, pas du tout. Mais on parle de la femme qui incarne une certaine majesté et une certaine puissance sur le plan occulte. Après cela, nous pensons directement au culte marial. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le culte marial n'est pas né lors de l'avènement de la Vierge Marie, mère de Jésus. Non, le culte marial existait bien avant. Après, c'est d'ailleurs le deuxième culte. Après le culte des ancêtres, c'est le deuxième culte connu sur la planète Terre. C'est le culte marial, non le culte des minonans. Après le culte des morts. Mais en dehors de ça, nous faisons également allusion à l'élévation de la femme, même contemporaine, hein, bien sûr, dans la dignité de la hiérarchie traditionnelle. Et là, on parle, par exemple, quand on prend le culte Egungun, par exemple, on parle de Yagan. Quand on prend le culte des morts contemporains, on parle de Tassinon. Quand on prend, par exemple, le culte de Vodou, on parle de Iya, tout simplement, dont la Shakti est Baba. Baba, c'est l'homme élevé à la dignité de Vodou. Donc, en un mot, c'est la toute-puissance expressive féminine qui draine vers ce que nous pouvons appeler Minona. Ce Minona, c'est un concept, ce n'est pas qu'un nom, c'est un concept qui désigne plusieurs ramifications d'expression de la femme. Donc, en un mot, c'est juste l'expression de la femme. C'est juste l'expression de la femme. Alors, est-ce que Minona revêt un caractère d'universalité? Est-ce que son universalité subsiste et comment cela se manifeste? L'universalité de Minona se manifeste beaucoup plus à travers le culte de Yah, c'est-à-dire Yod Aleph He, qui est un culte très connu déjà au niveau de l'Égypte, puis après au niveau des Sémites. Et quand on descend, curieusement, cela revêt presque le même nom dans beaucoup de peuplades au niveau des différents pays de l'Afrique. Quand vous allez, par exemple, dans le Congo, quand je parle de Congo, je parle des deux.
donc, et également les régions des Grands Lacs, ça porte toujours le nom Ya. Ce Ya est également vu et connu au niveau du Ghana, et d'ailleurs, c'est son nom qui valide les invocations au niveau de l'ère culturelle Ashanti, Guin et même Mina. Et pour valider une invocation, on parle de Yao. Yao, c'est le nom que Moïse a murmuré dans les oreilles du pharaon et il a fait une crise cardiaque. C'est reconnu également au niveau du Bénin, oui. Et puis au niveau du Nigeria. Au niveau du Cameroun également, c'est le même nom, Yao. Mais c'est juste un nom utilisé de façon universelle pour désigner la toute-puissance de la femme. Mais il y a également beaucoup d'autres noms qui sont... Lesquels, par exemple, si je prends par exemple notre panthéon, nous avons les 7 grandes reines qui gouvernent l'humanité au niveau de notre panthéon. Et ces 7 grandes reines... On peut les connaître, ces reines-là? Oui, on peut connaître leur nom. La triade supérieure, donc les 3 reines supérieures de l'humanité, c'est celle qu'on appelle Aïono. Aïono gouverne l'humanité. C'est la mère de l'univers. C'est complètement différent parce que c'est pas la même chose que les autres reines également. Donc, Aïono, c'est la mère de l'humanité. Puis nous avons Zanhosu, qui est la mère de la nuit. Et après, nous avons Ahiheno, qui est la mère du jour. Ce sont les 3 grandes reines supérieures, ce que nous appelons la triade supérieure au niveau des Minona. Mais Aïono, c'est une énergie neutre qui maintient notre système planétaire en équilibre. Donc, c'est elle qui gouverne notre système planétaire. Elle ne gouverne pas seulement que la Terre, ni la Lune, ni le Soleil, mais elle gouverne tout le système planétaire. Mais Zanhosu, la reine de la nuit, gouverne la Lune. En gouvernant la nuit, elle gouverne la Lune. Et Ahiheno gouverne le jour, donc gouverne le Soleil. Donc, c'est la mère du Soleil, au fait. Maintenant, quand on descend, nous avons la reine mère des 4 éléments. Nous avons la Terre, dont la maman est appelée Nyonpeananou. Celle qui a engendré par émanation et non pas enfantement, celle qui a engendré par émanation tous les Sakpata est Nyonpeananou. Celle qui a engendré par émanation tous les Tohosu, c'est celle qu'on appelle Hulakwe Hosu Agemo. C'est la mère de la fortune. Puis après, nous avons celle qui a engendré tous les dents, donc l'élément air, qu'on appelle Aichi Wedo, qui est complètement différent de Aido Wedo. Pourquoi? Quelle est la différence? Aido Wedo, c'est son enfant, le premier-né. Et Aido Wedo, c'est celle qui relie le ciel et la terre. Mais par contre, Kangaga Wedo, c'est l'entité qui relie tout horizontalement sur la terre. Donc, horizontalement, tout est relié sur la terre. Et verticalement également, tout est relié sur la terre. Par ces 2 grands serpents-là, Aido Wado et Dangaga Wado. C'est 2 entités complètement distinctes. Et après, nous avons maintenant celle qui gouverne l'élément feu, dont la mère de tous les Rebiosos sur la terre, qui est appelée Naïté. Voilà les 7 grandes reines qui gouvernent l'univers. Ce n'est qu'après ces 7-là que nous avons maintenant toute une multitude de divinités liées à Minona qui se retrouvent sur la terre, mais qui n'ont pas autant de pouvoir supérieur que celles que je viens de citer. Mais justement, oui, pour revenir à son universalité. Pour revenir à son universalité, c'est-à-dire que quand vous prenez n'importe quelle peuplade, vous allez voir au sommet de chaque peuplade trône une femme. Et ça, c'est de façon universelle. C'est-à-dire qu'au sommet de toutes les peuplades et de toutes les traditions, trône forcément une femme. Et la vénération et les gloires, ainsi que la liturgie, semblent revêtir une certaine uniformité au sein de toutes les peuplades au niveau de la terre. Maintenant, quand on descend au niveau des religions également, il y a certaines qui reconnaissent la supériorité de la femme, mais certaines religions ne reconnaissent pas. Mais dans les faits, on retrouve les traces de la supériorité de la femme. Si par exemple nous prenons la civilisation juive par exemple, donc je prends le judaïsme, Jéhovah que on considère comme un dieu androgyne n'en est pas un, encore que ce nom désigne également la présence de la femme. Quand on parle de Jéhovah ou Yahvé. Parce que, qui vous souviennent, pour ceux qui ont une certaine brève de connaissance au niveau de la Kabbale, donc la civilisation hébraïque, tous les noms d'entités, commençant par Yah ou finissant par Yah, sont des entités féminines.
tous les noms d'entités qui commencent par ya ou qui finissent par ya sont des entités féminines. Et tous les noms d'entités qui commencent par elle ou qui finissent par elle sont des entités masculines. Quand je prends par exemple Michael, par exemple, c'est une entité masculine. Quand je prends par exemple Alléluia, c'est une entité féminine. Alléluia, c'est à dire que rendons grâce à Ya. C'est tout ce que ça veut dire. Quand on dit Alléluia quelque part, c'est rendons grâce à Ya. Or, Ya, c'est une entité féminine, c'est une Minona. À ce niveau-là, Ya se situe au niveau de, comme je l'ai souligné ici la dernière fois, de la Séphira Chokma. C'est la Séphira numéro 2, après Kété. Donc juste après Kété, nous avons Chokma. Et au niveau de Chokma, trône Yod Aleph He, c'est-à-dire la grande gigantesque Seigneur qui gouverne toute l'entité féminine ou toutes les énergies féminines sur la terre. Or, la création a commencé à partir du binaire. Toute la création de l'humanité a commencé à partir du binaire. C'est pour ça, je crois, il y a environ 25 ans, j'avais écrit un livre que j'ai intitulé « Le Créateur est une femme ». Je n'ai pas dit Dieu est une femme. J'ai dit le Créateur est une Justement, femme. j'avais vu à cette question-là, interrogation, parce que lorsqu'on suit un peu votre raisonnement, on a comme l'impression que, selon votre argumentation, l'entité première est une femme. L'entité première est une femme parce que le Kéter est un être stérile. Kéter qu'on attribue à Dieu, Dieu est un être stérile. Il ne peut rien créer. Ah bon? Mais il est stérile. Comment vous dites que Dieu est stérile, David Kofi Azar? Dieu est relié à la monade. La monade, c'est le germe actif de la création. Et cette monade-là, c'est rattaché au chiffre numéro 1. De 1, rien ne sort. De l'unité, là, rien ne sort de l'unité. Rien du tout ne sort de l'unité. À partir de combien il faut... C'est à partir de 2 que les choses commencent par se créer. C'est à partir de 2 que l'énergie féconde prend forme et peut exprimer sa toute potentialité, soit par émanation, soit par enfantement. Donc, il n'y a que l'énergie binaire qui crée quelque chose sur la Terre. L'énergie binaire est incarnée par la femme. Donc, si Dieu existe, elle ne peut être qu'une femme. Ou le Créateur, si on dit que Dieu est trop complexe, si le Créateur existe, le Créateur ne peut être qu'une femme parce que ce n'est qu'à partir du binaire que la création a commencé. Et je poursuis en disant... Au niveau de la civilisation judéo-chrétienne, quand on prend par exemple l'Église, qui vous souviennent que les grands édifices de l'Église ne sont jamais dédiés à Dieu, ni à Jésus, ni jamais aux anges, ni à n'importe quel autre saint. Comment vous pouvez affirmer ça dans le confiance? Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais c'est l'Église qui l'affirme. Comment ça? Les sommités des grands édifices de l'Église catholique sont jamais dédiés à Dieu. Toujours à la femme. Comment à la femme? C'est toujours Notre-Dame. Vous ne verrez aucune cathédrale qui va porter le nom ou une basilique qui va porter le nom de Dieu. Ça n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait que le nom de baptême c'est Notre-Dame, oui, pour vous, cela exprime une vérité qu'on cache à l'humanité. Et cette vérité-là, c'est la toute-puissance de l'énergie féminine. C'est l'expression de la toute-puissance de l'énergie féminine qu'on cache. Justement, professeur David Kofi Azar, on parle de l'énergie féminine. On sait que quand on parle de Minona, on fait aussi référence à l'énergie matricielle, la puissance de la femme et tout. Mais est-ce possible qu'un homme soit sous l'influence de Minona? Ben oui. Comment cela se manifeste? Cela se manifeste, c'est au niveau des gènes, au fait. C'est au niveau de l'ADN de l'individu. Quand un homme détient les molécules, ou je dirais, pour faire beaucoup plus simple, quand un homme détient des énergies féminines en excès sur lui, cela se traduit par son comportement parce qu'il a un comportement féminisé. Il a une voix féminisée. Et il se reconnaît femme, mais dans la peau d'un homme. Et c'est ça, quand cette impulsion-là n'est pas contrôlée chez l'homme, qui est sous l'influence de Minona, c'est cela qui traduit l'homosexualité que nous observons et qui prend de l'ampleur de jour en jour. C'est juste un non-cadrage. Vous estimez qu'il faut les encadrer au lieu de les combattre? Il faut les encadrer au lieu de les combattre. Parce que le problème, c'est quelque chose qu'ils ressentent dans leur sang. L'homosexualité, c'est dans le sang. Pour ces hommes-là qui sont justement, qui ont cette énergie féminine, ou qui s'intéressent par exemple à les affairages, des trucs de femmes, qui parlent comme des femmes, qui agissent comme des femmes. Est-ce le cas aussi? Exactement, c'est le cas. Est-ce que c'est exclusivement lié à l'expression de gènes
que l'on comporte ou à du suivisme au regard de l'ère contemporaine? Non. On peut avoir dans certains rares cas le suivisme. Et ça, c'est peut-être pour des questions d'intérêt, des questions pécuniaires. Je ne parle pas de ça. Mais même dans tel est le cas, il y a également des gens qui ont déjà le gène en eux et qui, ça va prendre du temps et il faut un élément déclencheur. Et c'est ce suivisme-là qui constitue maintenant l'élément déclencheur qui active cette énergie maintenant en eux. Et ça commence par se manifester. Mais c'est que c'est déjà là, mais de façon latente. Et il faut un élément déclencheur pour exprimer ça. Donc, au lieu de combattre l'homosexualité, il vaut mieux les comprendre. Il vaut mieux comprendre comment le phénomène se passe. Parce que c'est un phénomène purement spirituel. L'homosexualité, c'est un phénomène purement spirituel. Donc, il vaut mieux chercher à comprendre le phénomène et à commencer par observer nos enfants de plus en plus. Parce que scientifiquement, c'est prouvé que certains médicaments contribuent à la féminisation de l'enfant. Si c'est un garçon. Donc, ces médicaments-là courent les rues aujourd'hui et la femme enceinte est contrainte de les prendre pour pouvoir mieux cadrer sa grossesse, mieux gérer sa grossesse. Donc, ces médicaments-là qui créent la féminisation de l'individu provoquent une réaction sur le plan spirituel. Et c'est cette réaction sur le plan spirituel que l'individu manifeste. Est-ce que selon vous entendez, est-ce qu'on peut libérer quelqu'un de l'emprise de l'homosexualité? On peut libérer quelqu'un de l'emprise de l'homosexualité. Parce que c'est un mal spirituel. C'est un mal spirituel. Si l'homme manifeste ou se retrouve être femme dans le corps d'un homme, il suffit simplement de l'initier, peut-être au fa, et de sortir de lui l'énergie féminine qui est en excès et de l'apprivoiser. Donc, on sort maintenant de lui et on l'apprivoise parce que tous les hommes ont maintenant en eux. Comme toutes les femmes ont beaucoup les bas en eux. C'est que quand vous prenez un homme, il a en son sein l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est l'énergie féminine qui lui permet d'être fécond, qui lui permet de réfléchir, qui lui permet d'exprimer des sentiments, de la joie, de la tristesse. C'est l'énergie féminine qui nous permet d'exprimer ça en nous. Mais par contre, l'énergie masculine nous permet d'affirmer notre instinct prédateur. D'affirmer notre instinct de guerrier, de défenseur, de protecteur. Donc, chacune de ces énergies exprime quelque chose en nous et manifeste ou conditionne notre vécu quotidien. Mais comment être en harmonie justement avec cette énergie féminine? C'est déjà, quand c'est en excès chez un homme, c'est déjà de le sortir de l'homme. Donc, on extrait l'énergie de l'homme et on l'apprivoise. Donc, on lui réalise son minona. Quelqu'un qui est au Brésil, par exemple, quelqu'un qui est au Portugal, ou peut-être à Tegucigalpa, peut-être au Honduras. Oui. Comment lui, il arrive à apprivoiser cette énergie-là? Chaque peuplade a développé des techniques et des liturgies qui leur permettent de le faire. En Afrique ou au Bénin, c'est ce que nous avons développé. Mais dans chaque peuplade, quand vous fouillez très bien, vous verrez toujours des liturgies qui sont directement rattachées à cette expression-là. Parce que toutes les peuplades sont courants et savent très bien et ont bien développé ces techniques liées à l'énergie matricielle. Puisque vous parlez de Minonan là, et une petite digression positive, on avait un ami internaute qui m'avait demandé quelque chose la dernière fois. La décade divine, vous avez dit tout à l'heure que dans notre corps, il y a des choses qui sont liées à la décade divine. Alors, comment nourrir la décade divine sur son corps par l'alimentation? C'est-à-dire, par exemple, le goût, qu'est-ce que ça représente sur le corps et qu'est-ce qu'il faut prendre pour satisfaire le goût en soi, le sakpata en soi, comment il est sur le corps et comment on fait pour le satisfaire. Déjà, en commençant, pour être beaucoup plus terre à terre, nous commençons par Bokoleba. Bokoleba, c'est la ligne de virilité. Que vous soyez homme, que vous soyez femme. Parce que toutes les femmes ont la ligne de virilité. Il suffit, je ne sais pas si je peux être un peu vulgaire en direct sur le plateau. Au niveau du clitoris de la femme, il suffit d'épeler un peu le clitoris de la femme et vous allez voir la tête du pénis. C'est un tout petit truc. Au niveau, il y a des femmes qui ont vraiment développé ça et c'est vraiment gros. C'est même très visible, on n'a même pas besoin. Parfois même effrayant. Oui. Non, il y a ça et ce Bokoleba là, c'est une énergie qui est en nous et voilà sa localisation. Au niveau de l'homme, c'est très connu, c'est au niveau du phallus.
Au niveau de notre, je dirais, du corps physique, il trône au niveau de notre oreille gauche. Bokoleba. Mais par contre, au niveau de l'oreille droite, trône Minona. Au niveau de l'oreille droite, trône Minona. Puis au sommet de la tête, trône Segbolissa, qui est rattaché directement à l'influx divin. Mais après ça, nous avons notre corps physique. Tout le corps physique, donc la peau, la chair et tout ça, qui est directement rattaché à Sakwata. Et après, nous avons 70% de la masse corporelle de l'homme qui est constituée d'eau. Et cette eau-là est rattachée directement à Torosu, à l'énergie aquatique. Après ça, nous avons l'air que nous inspirons, que nous respirons, qui nous maintient en vie et nourrit tout l'organisme qui est directement rattaché à dents. Puis nous avons la température, c'est-à-dire la chaleur qui est en nous, qui est directement rattachée à l'élément feu, qui est Rebioso. Et ce n'est qu'après ça maintenant que nous descendons et nous allons maintenant directement vers Gu. Gu qui est Dieu de la résistance, Dieu de la guerre, au niveau des eaux. Gu loge au niveau des eaux pour nous donner de la résistance. Et après ça, maintenant, nous avons nos deux cerveaux qui sont directement rattachés à l'énergie duel que nous appelons Roho, c'est-à-dire les jumeaux. Et après ça, maintenant, nous avons l'ancêtre éponyme qui est l'esprit qui crée le pont entre le corps physique et l'âme personnalité. Parce que l'âme personnalité est plus âgée que le corps physique. Mais comment on nourrit ces différents compartiments? Pour nourrir ces différents compartiments, c'est qu'il faut, c'est un peu complexe. Est-ce que pour bon, je vais dire par une bêtise, hein. Oui. Est-ce que par exemple pour le legba, est-ce que il faut tout le temps aller au sexe, c'est ça ou quoi? Non, pas du tout, pas forcément, parce que c'est vrai que la manifestation de legba, c'est le sexe, et la même chose comme il y en a aussi, mais c'est pas forcément ça. Mais c'est déjà de leur d'abord d'éviter ce qui est incompatible pour eux, puis après maintenant, de voir ce qui est compatible pour eux. Legba ne digère pas tout ce qui est isotonique, tout ce qui est excitant. Legba ne digère pas ça. Mais en revanche, tout ce qui est douceur, oui. Mais quand on prend Segbolissa, c'est comment je veux dire, les purées d'haricots. C'est ça qui est en harmonie avec Segbolissa. C'est-à-dire que ce que nous appelons adowe. Voilà. Ici, on appelle ça dovlo. Dovlo, les purées d'haricots. C'est l'élément qui est dont raffole Segbolissa. Donc, en mangeant adowe, donc dovlo, purée d'haricots, régulièrement, vous nourrissez Segbolissa en vous. Vous nourrissez le prestige en vous. Vous nourrissez la popularité en vous. Vous nourrissez l'ego en vous. Parce qu'il ne faut pas oublier que Segbolissa, c'est l'entité que nous appelons Agbadjou. Agbadjou et les Nago Yoruba parlent de Agbaoudjoumon. C'est quand il y a Agbadjoumon, c'est le hautain, le prestigieux, tout ça, voilà. Donc, vous nourrissez ce prestigieux-là en vous. Maintenant, quand vous descendez au niveau de Minona, Minona ne supporte pas tout ce qui est mal, tout ce qui est animaux mal. Donc, il faudra, quand vous évitez ça, c'est que vous créez l'harmonie entre vous et Minona. Mais par contre, Minona supporte tout ce qui est protéines, mais protéines de source féminine. Donc, les poissons, par exemple, les œufs de poisson, les caviars, par exemple, ou les poules, la vache et tout ça. Voilà. Et après, les fruits et légumes. Les fruits et légumes sont très mieux en raffole, très sérieusement. Les fruits, surtout, les fruits ronds. Comme la pomme. Comme la pomme, le raisin, l'orange, l'ananas, mandarine et tout ça. Et après, maintenant, nous descendons au niveau de Sakwata. Sakwata ne supporte pas les animaux tachetés. Donc, le simple fait d'éviter les animaux tachetés, vous créez une harmonie en matière de santé en vous. Donc, votre santé s'emporte mieux. Mais juste à côté de ça, il faut également rappeler que Sakwata aime beaucoup plus les aliments colorés. Quand je pense à le bomio, par exemple. Quand vous prenez le bomio, par exemple, coloré, soit avec de l'huile rouge si vous en consommez, ou avec de la tomate et tout ça pour lui donner un peu de la rougeur. Tout ce qui est aliment coloré, Sakwata en consomme. Par exemple, l'haricot rouge, par exemple, Sakwata aime bien ça. Et quand nous descendons au niveau du Torosu, Torosu a horreur des amphibiens. Parce que lui-même, il est un amphibien. Donc, le seul fait d'éviter de consommer les amphibiens crée l'harmonie entre vous et Torosu. Torosu, c'est l'énergie qui gère la fortune. Ce n'est pas Dan. Par contre, contrairement à ce que beaucoup pensent, Dan n'a rien du tout. C'est le plus pauvre même des entités. La fortune est au niveau de Torosu. Donc, vous créez l'harmonie entre vous et Torosu. Donc, vous créez l'harmonie entre vous et l'attraction de biens matériels et financiers. Mais juste à côté de ça, Torosu raffole de la bouillie sucrée et lactée.
Donc, le simple fait de consommer, même si c'est une fois le mois, de la bouillie sucrée et lactée, vous créez un lien très fort entre vous et Tohosu qui vous donne beaucoup plus des possibilités, quitte à vous de les exploiter pour tirer votre épingle du jeu. Mais est-ce que c'est facile de pouvoir respecter toutes ces... Ben, c'est très facile, c'est une question de discipline, d'autodiscipline. Maintenant, si nous descendons au niveau de dents, dents ne supporte pas les gluants. Dents ne supporte pas les gluants, donc le seul fait d'éviter de consommer les gluants, vous vous mettez en harmonie avec dents, à l'exception de crin-crin. Et après ça, dents ne supporte pas le mil, ni le sorgho. Donc, le seul fait de les respecter, vous créez l'harmonie. Mais par contre, dents aime beaucoup plus ce que nous appelons gengenesi. Gengenesi, c'est le maïs bouilli avec du sucre ou du miel accompagné de la noix de coco. Mais ce n'est pas pour vous couper, hein, professeur. Oui. Lorsque, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la sauce gluante et tout, mais pour ça, il faut déjà savoir qu'on est sous l'influence de la divinité. Non, ça, on n'a même pas besoin de savoir. Nous sommes tous influencés par la décade divine. Autant que nous sommes. Autant que nous sommes. On est tous influencés par la décade divine. Maintenant, pour il y a des proportions plus élevées. Et ça, c'est votre foi qui le confirme. Que chez vous, c'est Tohosu qui est l'élément dominant. C'est dans qui est l'élément dominant. Quand dans l'élément dominant chez quelqu'un, c'est là on observe l'instabilité chez la personne. Mais pourquoi refuser, par exemple, le crin-crin? Si le crin-crin aussi, c'est une sauce gluante, pourquoi refuser le crin-crin et interdire, par exemple, le gombo? Le gombo, c'est... Pourquoi autoriser le crin-crin plutôt, merci, que d'interdire le gombo et autres choses? Est-ce que c'est autorisé le crin-crin ou les permis le gombo? Le crin-crin est autorisé. Autorisé ou permis? C'est autorisé. Ok. Le crin-crin est autorisé. Mais par contre, le gombo n'est pas autorisé parce que le serpent ne mange pas de gombo. Le serpent ne consomme pas de gombo. S'il consomme de gombo, c'est la mort assurée. Et deuxièmement, la manifestation du serpent, c'est le gombo. Je vous donne, c'est vrai que je n'ai pas au-dessus, l'écorce de l'arbre du gombo, flottant, quand on enlève l'écorce et on tisse une ficelle avec, il y a juste à prononcer le nom sacré de serpent, parce que le serpent, ça a son nom sacré, il y a juste à prononcer le nom sacré de serpent et l'écorce se transforme en un serpent. Et quand vous l'envoyez quelque part, la personne peut être même dans une masse, même dans un marché, le serpent ira le mordre. Exactement. Donc, gombo permet de manifester le serpent, c'est pour ça que c'est interdit. Par contre, les gluants là, Asroquin, on l'utilise pas parce que Asroquin, pour celui qui est incarné ou influencé par le serpent, ça donne ce qu'on appelle le wangbe. Voilà. Le rejet. Okay. Donc, quand vous consommez ça, vous allez donner l'occasion à vos détracteurs ou même à vos amis de vous rejeter. Ça peut être un coup moment. La moutarde, c'est lié à Minona. La moutarde, c'est lié à Minona. Et ça crée le rejet au niveau de Minona. Si vous êtes influencé par Minona, la moutarde, il faut éviter ça. Et éviter également le poisson que nous appelons silure. Silure, oui, voilà, il faut éviter ça. Maintenant, quand on descend au niveau de Haibioso, Haibioso, c'est la manifestation du feu cosmique. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus portés sur l'instinct et surtout sur le sentiment. C'est des gens qui sont trop faibles en matière d'amour. Et cette faiblesse-là, en eux, crée également des soucis, et de sorte qu'ils sont toujours en difficulté sentimentale. Et à partir de ce moment-là, il faut éviter la consommation de tout ce qui est fougue. Fougue, c'est d'abord le bélier. Ça constitue un aliment de fougue, un animal de fougue. Il faut également éviter ça. Il faut éviter également les taureaux. Et surtout les bœufs. Tout ça incarne l'instinct de fougue. Et d'un autre côté, il faut dire que Haibioso aime beaucoup plus ce qui est douceur. Donc, les aliments qui sont liés à la douceur, les sucres et tout ça, quand vous pratiquez ça, vous vous mettez en harmonie avec Haibioso. Et là, ça crée beaucoup plus une certaine complicité entre vous et le sentiment, de sorte que vous subissez de moins en moins l'injustice, mais également des difficultés au niveau du sentiment, au niveau du cœur, au fait. Maintenant, quand on descend au niveau de goût également, goût n'aime pas l'alcool. Tout ce qui est alcoolisé, vous ne consommez pas et ne consommez pas la cola non plus. Donc, le seul fait d'éviter de consommer la cola, vous mettez en harmonie avec goût.
à partir de ce moment-là, vous renforcez vos os et aussi, cela vous permet d'avoir des ouvertures. Parce que quand vos os sont renforcés, quand l'énergie goût est renforcée en vous, cela vous donne des ouvertures. Même le simple fait de consommer du calcium naturellement, même si vous n'avez rien du tout, cela vous permet d'avoir des ouvertures. Alors, merci pour cette précision. À la sorcellerie, oui. Quelle interrelation y a-t-il entre la sorcellerie et les Minona? Je vais vous expliquer ceci. Ben, c'est ce qui fait que quand on parle de Minona quelque part, les gens, tout le monde dit en même temps que c'est la sorcellerie. Minona et sorcellerie, c'est deux choses différentes. La sorcellerie n'est pas une religion, n'est pas une divinité. Minona, c'est une divinité. C'est une entité. Mais par contre, la sorcellerie, ce sont des techniques. C'est de l'art. C'est de la technique. Mais c'est également de la connaissance. Et l'expression ou les éléments d'expression de la sorcellerie appelés zanouïens. Zanouïens, c'est-à-dire les connaissances de la nuit. Et ces connaissances de la nuit, là, à l'intérieur, il y a des dérives. Mais au départ, ce n'était pas pour des dérives. Je dis il y a des dérives que je reconnais parfaitement parce que on a développé beaucoup de techniques. Par exemple, quand on prend la téléportation, par exemple, on peut téléporter tout ce qu'on veut dans le corps de quelqu'un, comme on peut également extraire tout ce qu'on veut du corps de quelqu'un. Mais au départ, c'était pour soigner, c'était pour guérir, c'était pour donner satisfaction à un individu, quoi qu'en soit la distance qui sépare l'individu. Parce que c'est une technique qui a été développée par les matrones, les sages-femmes accoucheuses. À partir de ce moment, c'est-à-dire que si, par exemple, une femme est en travail et que la sage-femme accoucheuse est à 10, 20, 30 km et on a déjà fait tout le trajet à pied pour venir alors que la femme est déjà en travail là-bas, depuis chez elle, elle peut contrôler le travail de la femme. Au lieu de parcourir encore à pied les 30 km et de risquer la vie et de la mère et de l'enfant, de sa chambre à coucher, elle peut contrôler l'accouchement de l'individu qui est à 30 km. Donc le simple fait de contrôler l'accouchement, donc de contrôler la vie, la naissance, ça a permis de développer d'autres instincts pervers pour dire, si je suis capable de faire ça, c'est que je suis aussi capable de faire ça. De nuit. De nuit. C'est de là que ces connaissances-là ont commencé par basculer peu à peu dans la négativité. Sinon, au départ, ce n'était pas fait pour la négativité. Mais je dis aussi que c'est une science qui permet de réguler la société. Je vous donne un exemple très simple. Dans les grandes familles, il y a toujours une reine-mère qui contrôle et qui assure la sécurité de la famille. Comment? Pas toutes les manières. Une femme qui vient, par exemple, dans la maison, qui est venue prendre mari dans la maison, et qui commence par faire des doubles jeux. On l'avertit pour dire, au niveau de notre famille, on ne fait pas de double jeu. Mais elle a la possibilité de savoir, parce que la femme peut faire le double jeu pendant des années, et même apporter des enfants de l'extérieur dans la maison, sans que personne ne sache. Mais l'éclairé de la maison est au courant. Elle peut savoir que cet enfant-là, que la femme nous a ramené, n'est pas notre enfant. Elle peut choisir aussi de ne rien dire. Elle peut choisir de ne rien dire. Mais elle a le devoir de protéger la famille et de perpétuer la lignée. Donc le sang. À partir de ce moment-là, elle a la possibilité, avec les moyens qu'elle dispose, d'inquiéter la femme. Parce que parfois, il y a des décisions qui sont prises pour que les entités, dont l'égrégore familial, n'agissent pas. Et si l'égrégore familial est incapable d'agir, il faudrait qu'il y ait une initiée quelque part là, dans un coin, une vieille quelque part dans un coin, qui détient ses connaissances des ennuyés, qui a la certitude que cette femme l'a fait double jeu, elle va commencer par inquiéter la femme. Et si la femme n'avoue pas son crime et persiste à rester dans la maison, elle perd sa vie. Mais aujourd'hui, on a combattu tellement ces gens-là qu'elles se sont complètement retirées. Et vous allez voir des familles où il y a même l'égrégore. Le clitoris est présent, mais la femme fait tellement de double jeu et tous les enfants qu'elle fait dans la maison ne sont pas les enfants de son mari. Et elle n'est inquiétée en rien du tout. Est-ce que cela n'est pas aussi dû au fait que justement ces aînés-là, on les traite de sorcières, elles utilisent leur pouvoir à d'autres fins qui ne sont pas forcément bénéfiques pour les membres de la famille? Généralement, c'est parce qu'elles sont mal comprises. Ah bon? Ouais. Comment elles sont mal comprises? Je ne suis pas là pour les défendre. Je ne suis pas là pour défendre la sorcellerie. Ce n'est pas mon rôle. Mais je suis là pour expliquer ce que c'est que la chose, pour que chacun en fasse son opinion. Généralement, elles sont mal comprises parce que... Vous êtes d'accord qu'il y en a qui pervertissent? Je suis d'accord qu'il y a des dérives au niveau des connaissances... Des manifestations. Des manifestations de la sorcellerie. Je suis d'accord.
Mais ça là, ce n'est pas propre au milieu de la sorcellerie. Les âmes tuent tous les jours, mais on perfectionne davantage encore les âmes. Mais pourquoi on les perfectionne? Si on avait laissé le temps à l'Africain de développer sa sorcellerie, les Blancs ne peuvent pas oser nous attaquer. Parce qu'à l'intérieur, nous avons des armes de destruction qui sont plus puissantes que les bombes qui nous exhibent là. Mais parce qu'on a tellement combattu les gens. Vous savez que déjà... On s'est combattu entre nous-mêmes, si on peut le dire. On s'est combattu entre nous-mêmes et on continue de nous combattre. Avant même l'avènement des rois, en 1600, il y avait des couvents de Sapata dans la région de Dassa qui cultivaient des virus. Donc, les virus que nous avons connus, que les Blancs cultivent dans le laboratoire, qui nous envoient pour nous exterminer, tels que le coronavirus et tout ça, ou Ebola, ou encore le VIH, SIDA et tout ça, ce sont des virus qui sont cultivés dans le laboratoire. Mais avant 1600, on cultivait ces virus-là dans le laboratoire de Sapata, au Bénin ici. Et le royaume d'Abomey en faisait usage. Parce que c'était cultivé pour le roi. Et quand le roi veut conquérir un territoire, on envoie ces virus-là d'abord pour affaiblir la population au plan santé. Si bien que toute la population est affectée. Et après ça, maintenant, on attaque. Vous pensez qu'on ne peut pas réinstaller encore ces laboratoires-là au niveau des couvents pour développer ces virus-là? Et un pays qui nous embête, on envoie les virus dans ce pays pour les affaiblir au plan sanitaire. Mais oui, écoutez, il y a quelque chose qui va perdre de vue. Aujourd'hui, la planète ne comprend qu'un seul langage, le rapport de force. Mais comme ils ne vont pas nous permettre, nous, de développer des armes de destruction, mais nous allons compter sur nos traditions pour développer des virus qui vont les affaiblir. Donc, ils n'auront même pas l'antidote. David Kofi-Aza, merci. Merci à vous. On est à la fin de cet entretien, mais j'ai quand même envie de recueillir votre opinion sur la loi sur la chefferie traditionnelle. Est-ce que vous pensez que cette législation qui vient d'être promulguée par le chef de l'État est équitable? Est-ce qu'elle répond de part et d'autre au ressenti des gens du milieu? Vous êtes prêtre de phare, on sait que vous êtes en acquaintance avec les chefferies traditionnelles de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que ce qui a été fait à travers cette législation-là règle des problèmes? Ce qui a été fait règle des problèmes, mais pas complètement tout. Déjà, l'initiative est déjà saluée parce que ça fait plus de 10 ans qu'on crie qu'il faut légiférer. Maintenant, je pense que après la législation traditionnelle, il faut légiférer sur nos cultes endogènes également. Il faut aller là aussi. Il faut assainir. Il faut assainir le milieu parce que vous savez, à un moment donné, on se demande si on connaît vraiment l'histoire de notre nation. Parce que tous les jours, les rois naissent. C'est de l'anarchie. C'est quand vous prenez un département, ça a un roi. Chaque commune département a un roi. Chaque arrondissement département a un roi. Et chaque quartier département a un roi. Ce n'est pas admissible. Donc moi, je pense que ça va régler déjà le problème de cette loi de reconnaissance, va régler le problème un peu, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Parce que même le simple vaudounon se fait appeler roi. Je dis un vaudounon, hein. Un vaudounon par exemple se fait appeler roi. Et il estime qu'il est roi. Et deuxièmement, il faut aller, parce que les gens se moquent de nous à l'extérieur. Un simple vaudounon se fait appeler majesté. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Un vaudounon n'est pas une majesté. Une majesté, c'est un titre uniquement royal. Et quand on dit que quelqu'un est un roi, c'est qu'il y a une histoire, il y a une compétence territoriale, il y a un patrimoine historique, il y a également une armée qui a fait des conquêtes. C'est ça un roi. Et c'est ça une majesté. Il faudrait que mes pères arrêtent cette situation-là qui est déplorable. Et je pense que cette loi vient à point nommé et ça va régler beaucoup de problèmes. Et il faut aller même beaucoup plus loin, jusqu'au titre que chacun porte. Un dignitaire du culte vaudou ne peut pas se faire appeler majesté. Ce n'est pas possible. Un da aussi. Un da ne peut pas se faire appeler majesté. Si vous êtes da, vous n'êtes pas une majesté. Un chef de famille qui se fait appeler majesté, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun prestige. Non. C'est que ça dénature la sacralité du milieu de la chefferie. C'est pour ça qu'il faudrait que chacun retourne dans sa case. Maintenant qu'on a réglé avec le problème des rois, il faut régler aussi le problème avec les dignitaires religieux aussi pour les mettre dans leur case. Un dignitaire religieux n'est pas un roi. Et on ne peut pas l'appeler majesté. Il faut arrêter avec ça.
Merci à vous, David Kofi Aza, pour ces commentaires. Merci à vous également, Atifo Lafa, d'être resté avec moi pour ce entretien. C'est tout pour Free Matin de ce matin. Je rappelle que David Kofi Aza est prêtre de FA, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. C'était Free Matin de ce mercredi. À demain jeudi pour notre numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.